Okay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Katie Wheelock, je suis à Arlington en Virginie et je vais vous parler aujourd'hui du Sénégal. Si je peux cliquer, voilà. Alors, pour commencer, si vous avez du papier, un téléphone ou un stylo, ça pourrait être utile. Et voilà ce que je vais faire aujourd'hui dans 30 minutes. Ça devait être un atelier à Trois-Rivières de 3 heures. Alors, en 30 minutes, je vais essayer de faire le maximum possible, mais on verra. Okay? J'ai des difficultés. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir ce que nous connaissons déjà. Alors, on va pratiquer une technique que vous pouvez utiliser dans vos cours. C'est mentimeter.com. Donc, vous avez deux choix. Vous pouvez ouvrir l'appli sur votre téléphone et vous pouvez ouvrir la caméra et vous pouvez regarder le code et vous verrez le site, ou bien vous pouvez ouvrir un autre onglet et vous pouvez taper menti.com et taper le code. Alors, si vous pouvez écrire 5 mots que vous associez avec le Sénégal, en français si possible, et vous pouvez laisser tomber les articles définis parce que ça va être plus intéressant sans le lalé, etc. Alors, si... je vais regarder ici. Et ce sont vos mots que vous êtes en train d'écrire sur le Sénégal. C'est une technique que vous pouvez utiliser dans vos cours. C'est très facile à faire, comme vous voyez ici. Et cela nous donne une idée des connaissances de base que vous avez déjà sur le Sénégal. Les mots que vous avez tapés plusieurs fois, Dakar, Afrique, Baobab, français, négritude, Sangor, ce sont les mots plus grands parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont écrit ça. Voilà. Alors, je vais continuer. Vous pouvez continuer à ajouter si vous voulez. Voilà. Alors, pourquoi le Sénégal? Alors, moi, je suis allée au Sénégal il y a 23 ans comme une nouvelle mariée avec mon mari. Et c'était très facile de choisir le Sénégal à cause de la terenga sénégalaise. Et je vais en parler plus tout à l'heure. Alors, je suis revenue plusieurs fois, comme vous le voyez dans les diapositives. Et j'espère que je peux vous aider avec des connaissances sur le Sénégal. Je vais partager mes expériences et des connaissances avec les produits, les pratiques et les perspectives sénégalaises. Et au moins 37 fois, évidemment, j'ai mentionné le Sénégal l'année dernière. J'avais une élève qui était en train d'écrire des notes chaque fois que je l'ai mentionné. D'accord. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer avec une petite vidéo. C'est en anglais d'Anthony Bourdain. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il voyageait partout au monde pour nous donner des expériences sur la culture et l'alimentation dans des pays différents. Et j'ai trouvé que cette vidéo était une merveille pour apprendre un peu sur le Sénégal. Alors, j'ai des difficultés à aller à mon... Voilà. J'espère que le son est bon. On va commencer ici. Bonjour. At first, you see what you see in so many places in Africa. Noisy streets, busy markets, the controlled, consensual chaos of daily commerce. But look just a little bit longer, a little bit deeper, and you'll see it's so different here from anywhere, really.
Senegal turns simple-minded assumptions and prejudice on their heads at every turn. This is loch. The food is delicious, of course. The food is really just everything I love. Cheers, man. Cheers. Welcome to Dakar. Thank you. Now you're getting used to this. Now, in Senegal. Voilà, donc j'étais vraiment étonnée de voir dans cette vidéo qu'il a montré tout ce que j'ai vécu au Sénégal. Désolée. OK. Alors, si vous voulez dans le chat, vous pouvez commencer à écrire des idées que vous avez sur les vidéos que vous voyez dans la présentation que vous pouvez utiliser dans vos cours. Alors, bien sûr, le Sénégal se trouve en Afrique de l'Ouest. Et je suis à Arlington, en Virginie, et je voulais vous donner des idées que Dakar, ce n'est pas si loin que ça. C'est presque la même distance que Paris. Et même les vols en été sont à peu près le même prix pour si vous décidez d'aller en France ou au Sénégal en juillet, août. C'est chaud au Sénégal dans ce temps-là, mais c'est tout à fait possible. Alors, je ne vais pas vraiment parler beaucoup d'histoire parce que ce n'est pas le sujet de ma présentation, mais si vous vous intéressez beaucoup à l'histoire, voici quelques termes que vous pouvez utiliser et aussi je vais vous donner des liens pour apprendre plus. Mais je voulais surtout souligner que les langues nationales sont très importantes au Sénégal et des fois, quand vous cherchez des ressources authentiques, vous allez trouver des choses en Wolof ou Pulaar, Sérère et des fois, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez en français. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, la plupart sont en français, bien sûr. Alors, dans le chat, si vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous connaissez déjà de ces Sénégalais très célèbres. J'imagine que la plupart de vous, vous connaissez quelque chose sur ces trois hommes. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez partager avec les autres. Et je ne pouvais pas commencer à parler du Sénégal sans mentionner ces hommes. Youssou N'Dour pour la musique, Abdou Diouf pour la politique. Lui, il était le président quand je vivais au Sénégal. Et mon nom de famille au Sénégal, c'est Diouf. Diouf de la part du président, aussi de notre femme de ménage qui est toujours mon amie et une autre amie que vous allez faire connaissance dans un entretien, Ngoné Diouf. Léopold Sédar Senghor, bien sûr, probablement vous avez écrit quelque chose sur la négritude. Il était le premier Africain dans l'Académie française et bien sûr, premier président du Sénégal. Alors, la géographie et le climat influencent ce que nous mangeons dans un endroit si nous vivons sur la Terre. Alors, je vous ai donné quelques mots-clés que vous pouvez utiliser si vous allez étudier l'environnement. Et récemment, nous avons compris aux États-Unis que nous avons un rapport avec le climat au Sénégal, avec la poussière qui est venue d'Afrique et qui est venue chez nous. C'est presque la même chose aussi en été avec les ouragans que nous vivons aux États-Unis et dans la Caraïbe qui commencent en Afrique de l'Ouest. Alors, je vais partir à l'alimentation. Et dans le chat, si vous pouvez, j'aimerais bien si vous pouvez taper quelles sont vos questions essentielles que vous utilisez déjà dans vos cours quand vous parlez de la nourriture en classe. Comme ça, nous pouvons partager un tout petit peu. Et peut-être que vous pouvez écrire aussi dans le chat des activités que vous faites déjà à propos de ce sujet d'alimentation. J'espère que ce que vous faites déjà, peut-être que vous pouvez ajouter quelque chose sur le Sénégal dans vos cours. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez noter, je ne sais pas si c'est la peine dans le chat, mais le fonio, c'est une céréale que beaucoup de personnes ne connaissent pas. J'ai le fonio chez moi.
C'est quelque chose qui est important en Afrique de l'Ouest. Je vais vous montrer une petite vidéo. La première partie, c'est en Wolof, mais la deuxième partie, c'est en français. Nous n'allons pas vraiment écouter le Wolof. Oh, attendez, j'ai mal tapé. And while you're going through this, Katie, are you going to be sharing this presentation with us as one of the questions while there's a quiet spot? Yes, I will be. Okay. loolu moo tax foño mooy dafa ànd ak wér-gu-yaram soo koy lekk dafa ànd ak wér-gu-yaram ñun xale bu juddoo dinañ ko jox foño yaay ji dinañ ko damp ak foño su ma nee dinañ ko jox foño ci bés ngente bi lañuy indi foño bi def ko ci lekkat bi kon suñu cosaan la du tey la joxam affaire foño. La malnutrition, la présentation humaine. Et voici la partie en français pour vous, un tout petit peu. Et ce laboratoire est relativement unique en Afrique de l'Ouest francophone et s'occupe principalement d'enseignement et de recherche en nutrition et alimentation humaine, le plus souvent orienté vers la malnutrition de la mère et de l'enfant. Mais nous sommes également intéressés sur les aliments locaux et en particulier les effets métaboliques de ces aliments locaux tels que le gombo ou le fognon. Voilà, d'accord. Donc, peut-être dans le chat, vous pouvez écrire ce que vous pourriez faire avec cette vidéo. C'est très riche en images, mais aussi l'information avec la femme, l'entretien continue, le reportage continue pendant quelques minutes. Donc, c'est très intéressant et je trouve que même si le sujet c'est un peu sophistiqué pour nos élèves, peut-être, ça dépend de l'âge et du niveau, elle parle très clairement, c'est facile à comprendre. Alors, je ne vais pas parler de toutes ces choses, mais quand je pense au Sénégal et ce que j'ai mangé là-bas, ce sont des choses essentielles que j'ai voulu noter. Voilà. Aussi dans l'image ici très jolie, c'est un garçon musulman qui habite dans le quartier de Dakar, Parcelles Asseni. En fait, mon ami Ngoné habite dans le même quartier que lui et vous pouvez voir dans les images ce qu'il mange. Et peut-être vous pouvez, c'est difficile, je sais, parce que c'est tout petit, mais peut-être dans le chat, quelques personnes peuvent noter ce qu'ils voient pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, et peut-être quelques goûters et les boissons ici. Alors, pour les boissons, j'ai noté les boissons qui m'ont beaucoup influencé quand j'étais au Sénégal. Nous avons deux choses très spéciales au Sénégal, le café Touba. Je vais vous faire jouer une audio de Radio France Internationale et aussi la tailla, une ressource que vous pouvez utiliser dans vos cours aussi. Alors, avec cette vidéo, c'est de TV5 Monde. Et ils ont des ressources, des fiches pédagogiques que vous pouvez utiliser en classe. Et si j'avais eu la chance d'aller à Trois-Rivières pour faire l'atelier de 3 heures, mon but était de créer des tâches IPA, style ACTFL, avec les ressources que je vous montre aujourd'hui et de partager des activités. Alors, j'ai déjà préparé une tâche qui va avec cette vidéo-là et ça, je vais partager avec vous aussi quelque chose que vous pouvez utiliser dans vos cours, vous pouvez le changer au niveau que vous enseignez. Alors, on va écouter le reportage sur le café Touba. Café Touba. Ici. Ce n'est pas une vidéo, c'est seulement l'audio.
Il est 22 heures passées à Touba, mais Libas Ndoye se resserre généreusement une tasse de café. Moi, je peux prendre à peu près 3 litres de café par jour. Ça ne vous empêche pas de dormir? Non, non. Même à 2 heures du matin, je prends le café de Touba. Si ce n'était pas le café de Touba, bon, vous allez nous trouver prendre des whisky ou des champagnes et des trucs. Grâce à Cheikh Khadim et Cheikh Rafal, ils nous ont dédié ce café, machallah. Une référence au fondateur de la confrérie mouride qui aurait introduit ce café à Touba au début du XXe siècle, Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud, professeur d'études islamiques. Avant l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, il paraît que les Sénégalais ne connaissaient pas ce café-là qu'on prépare de cette manière-là. C'est là-bas donc qu'il a connu lui ce café. C'est bien fait pour lui qui ne voulait pas dormir. Et à son retour, il a donné comme cadeau à certains disciples qui venaient lui rendre visite. De là, on a cet engouement vers ce café-là. C'est combien la tasse? 50 francs. Un engouement qui se vérifie. Alors, 50 francs. Ce n'est pas vraiment un franc, mais le CFA, CFA. Mais au Sénégal, on dit souvent des francs. Donc, 50 francs, ce n'est pas beaucoup. À peu près 500 francs jusqu'à 600 francs, ça dépend des taux d'échange. C'est $1. Donc, 50, c'est à peu près 9 cents, à peu près 10 cents, à peu près. Voilà. Donc, le café Touba, c'est le café avec le poivre dans le café. Donc, différent. Et pour la tailla, voilà, ici. Vous avez peut-être entendu parler de thé à la menthe et on pense souvent au thé à la menthe du Maroc ou de Tunisie, mais aussi la tailla au Sénégal, c'est très populaire. Je ne vais pas commencer au début de ce reportage, je vais commencer au milieu pour vous donner un petit goût. Et juste pour vous, Oui, il y a oui. 40 messages. D'accord. Des questions à laquelle je devrais répondre tout de suite ou après? Je vais répondre après, comme je ne les entends pas tout de suite. Exactement. Je remets le thé qui était dans les verres et qui s'est refroidi entre-temps. Voilà. La menthe, les feuilles de menthe, l'idéal, c'est de les faire infuser dans le verre et non pas de les bouillir dans la terre. J'éteins le feu et je remets tout à l'intérieur. Je verse dans un verre une première fois. Pour goûter le sucre. Issa Dialé, ça signifie fait passer. Et à ce site, vous pouvez voir, il y a les vidéos, mais aussi le niveau indiqué pour l'Europe. Ce que vous voyez dedans, fiche enseignant, apprenant, fiche support pour contenu complémentaire. Donc ça, c'est TV5 Monde que vous utilisez peut-être déjà. Keith, est-ce que je pourrais répondre aux questions maintenant ou j'attends un peu? Je crois qu'il y a un délai, alors je vais continuer et je vais répondre aux questions après, ça c'est sûr. Exactement, alors, continue, il y a vraiment juste des commentaires, des ressources alimentaires locales. D'accord. Alors c'est ça, oui. OK. Dans le chat, peut-être vous pouvez ajouter aussi ce que vous faites avec les courses, dans vos cours. Alors, est-ce que vous faites une activité où les élèves doivent aller sur Internet pour acheter des courses en ligne? C'est possible? Ou est-ce que vous faites des comparaisons entre les grands supermarchés français et les supermarchés américains? Ici, je vous donne le nom de plusieurs marchés à Dakar. Il y a maintenant un American Food Store qui se trouve aux Amadis à Dakar, qui n'existait pas quand je vivais là-bas et j'en suis contente. Nyokobok, c'est, je vous en prie, en Wolof,
C'est un site, un supermarché sénégalais. Et je crois qu'on peut faire... Siri veut me parler. Et vous pouvez voir les influences françaises, même vietnamiennes et sénégalaises dans ce supermarché-là. Je vous donne un article qui décrit les marchés principaux à Dakar. Et cette vidéo a plu à mes enfants, à mes élèves à l'école. Alors, je vais vous montrer un peu les sites et les images riches dans un marché en plein air au Sénégal. Juste un tout petit peu. Nous sommes au marché Castor où je fais mes courses habituellement. Allons faire le marché. C'est le même condiment. Quand il est tout neuf, il est de cette couleur-là. Et en vieillissant, il prend une couleur noirâtre pour assaisonner la sauce. Et ça s'appelle le tamarin. C'est un mollusque qui vient de la mer et qui est très prisé ici pour assaisonner les sauces aussi. Juste un tout petit peu, mais dans le chat, peut-être vous pouvez ajouter les remarques que vos élèves feront, peut-être. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu dégoûtés de voir toutes les mouches sur la nourriture et ça fait partie des marchés au Sénégal. Donc, j'ai expliqué que la plupart des plats sénégalais ont une longue cuisson et avec cela, il n'y a pas de grand risque avec les problèmes. Donc, on passe au plat. Alors, les plats principaux, je ne sais pas si vous avez le même, je ne sais pas où mettre les images, des plats préférés des Sénégalais. C'est un peu petit ici, mais vous verrez après. Le tchaboujen, c'est riz au poisson. Le mafé, un plat avec la pâte d'arachide, beurre de cacahuète. Yassa poulet avec des oignons et citron. Et le soupe kanja, la première chose que j'ai commandée dans un restaurant, il faisait chaud en octobre, je voulais quelque chose de léger. Alors, j'ai pris le soupe kanja en pensant que c'était une soupe, mais en fait, c'était un plat avec beaucoup de gombo et l'huile de palme. Et ce sont les deux choses que je n'aimais pas au Sénégal, c'était le gombo et l'huile de palme. Donc, j'ai appris quelque chose ce jour-là et c'était la dernière fois que je l'ai mangé, mais j'ai remarqué qu'il y a des influences entre la cuisine sénégalaise et je crois aussi avec la Nouvelle-Orléans. On voit des pastels, ce sont des petites goûters un peu comme des empanadas, donc je crois que pour mes élèves, c'est très intéressant pour eux. Et aussi des nems. Des nems sont des spring rolls vietnamiens avec l'influence des Sénégalais qui sont allés avec les Français en Indochine pour les guerres. Et plusieurs se sont mariés avec des Vietnamiennes et ils sont rentrés au Sénégal. Donc, on voit quelques restaurants et l'influence de temps en temps aussi. Okay, je continue. Alors, nous allons passer... Et Katie, est-ce que tu peux prononcer de nouveau le plat national du Sénégal? Oui, tchaboujen. Alors, ça, c'est une bonne remarque. Parce que je trouve que pour les personnes qui ne connaissent pas le Sénégal ou les influences du Wolof, c'est difficile à prononcer des fois. Donc, le T-H-I en Wolof ou au Sénégal, c'est plutôt un tche de temps en temps. Et des fois, on voit l'orthographe avec un C. Et avec un C, c'est un tche aussi. Donc, le tchaboujen, soupe kanja, donc le D-I aussi, comme Abdou Diouf. Ce n'est pas Diouf, mais Diouf. Ça peut être prononcé différemment si vous êtes en Guinée ou dans un pays voisin, mais au Sénégal, normalement, c'est un je et un tche ici, le tchaboujen. Voilà, merci pour la question. Alors, avec le beau, on va concentrer sur 3 choses et je vais commencer à droite cette fois-ci et on va terminer avec la beauté des Sénégalaises.
Alors, je vais mettre l'image ici. Alors, le sous-ware, dans le chat, je ne sais pas si vous pouvez écrire si vous connaissez déjà le sous-ware. Et si oui, si vous pouvez expliquer dans le chat et peut-être Kif, tu peux le lire pour nous, s'il y a quelqu'un qui le connaît déjà. Je ne vois pas le chat, alors je compte sur toi. Il y a quelqu'un qui parle de la soupe candia. Le soupe candia, toujours, oui. Peut-être c'est un plat magnifique pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Oui. Donc, le sous-ware. Oui, exactement. Le sous-verre, dessin sur le verre, peinture sur verre magnifique. Voilà, voilà. Donc, le mot, c'est en Wolof et vous allez voir plusieurs orthographes pour le sous-ware, mais c'est sous-verre. Alors, je vais vous montrer. J'ai un petit plateau que j'ai acheté au Sénégal. Je ne me vois plus, donc Anne, est-ce que tu peux dire, tu le vois? Oui, OK. Donc, c'est une peinture sous verre. Donc, quand l'artiste fait la peinture, il commence de l'autre côté. Donc, il va commencer avec les yeux d'abord et les tout petits détails d'abord, et puis il va peindre le fond après. Donc, j'ai quelques vidéos pour vous aussi pour expliquer un peu le sous-verre. Donc, cette image, c'est un sous-verre que j'ai à la maison et j'ai trouvé un article sur l'artiste qui l'a fait, Morguet. Il y a une vidéo sur la technique, mais malheureusement, l'homme qui ne parle pas très fort, c'est un peu difficile à comprendre. Mais cette vidéo sur l'artiste qui les vend, c'est magnifique. Donc, on va commencer là. Il y en a 3 qui le connaissent déjà. D'accord. Depuis 2013, Baïfal expose ses peintures sur ce mur du croisement de l'avenue Jean Jaurès de Dakar. Sur ces tableaux peints, sur du verre à vitre, sont représentés des hommes religieux, la femme africaine, la campagne, bref, un combiné du passé et du présent. Là, je pourrais dire que c'est ça qu'on appelle la vitrine du sauveur. La vitrine du sauveur. Parce que là, c'est le verre qui a été travaillé jusqu'à ce qu'on puisse avoir ces images-là. Là, on a un travail avec des tableaux environnementaux, comme ça, des couchers du soleil et des levées du soleil. Là, c'est les sociétés, c'est ça qu'on appelle les scènes de village. Comment vivent les vrais Africains au village? Parce que la vie ne s'arrête pas en ville. Cette exposition en plein air attire les passants. Pour certains vacanciers comme Ibrahima, maintenant devenu un habitué des lieux, ces tableaux sont une merveille du savoir-faire africain. Je suis passé pour acheter un tableau, une sénégalaise qui est là, que j'aime bien ce tableau. Pour passer les vacances sont finies, je dois rentrer chez moi et là, je ne fais jamais des cadeaux. Ces objets d'art, c'est les objets. D'accord, donc ça c'est pour vous donner une idée. Et très vite, je vais vous montrer aussi le style. Comme je vous ai déjà dit, c'est un peu difficile avec le son, mais vous pouvez voir ici, il a déjà fait les détails en peinture et il peint de l'autre côté et pour avoir la couleur. Je veux avoir un grand atelier. Parce que moi, je fais des portraits, même sérigraphie, calligraphie, même tableau toile, scène de glace, tout ça, même en sol ouvert. Alors, à mon avis, ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais avec le son. Voilà. Alors, quand j'ai pensé aux sculptures, monuments et statues, il y a un grand monument, c'est le plus grand monument en Afrique. Le monument de la Renaissance africaine qui est assez nouveau au Sénégal. Il y a aussi un reportage de TV5 Monde avec des fiches pédagogiques que vous pouvez utiliser. Mais au lieu de vous montrer ça, je vais vous montrer un site ici qui est très intéressant que vous pouvez utiliser dans vos cours aussi. Donc, il donne quelques détails, mais puis, vous voyez en réalité,
vous pouvez tourner à gauche, à droite pour voir ce qu'il y a. Et donc, dans le site, vous pouvez voir art, culture, patrimoine, atelier d'artistes, tourisme et société, cartographie, commerce et services. Donc, c'est très intéressant si vous voulez utiliser dans vos cours. Alors, ce monument a été construit par la Corée du Nord. Vous pouvez imaginer que cela a provoqué quelques commentaires au Sénégal. Aussi, la statue elle-même, il y a des controverses parce qu'il y a des torses nus. La femme, on peut voir ses jambes. Et normalement, les femmes sénégalaises, en général, dans un style plus traditionnel, les jambes sont couvertes. Alors, vous pouvez apprendre un peu plus avec l'article que je vous ai montré ici. Ousmane Sow, c'est un sculpteur qui n'a pas fait ce monument, mais c'est un sculpteur très connu aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, mais en France, au Sénégal. Il a fait une sculpture magnifique que j'ai vue récemment au Musée national d'art africain à Washington, D.C., dans le Smithsonian, et c'était au sujet de Haïti. Et il utilise la terre et ses sculptures sont vraiment magnifiques. Alors, pour terminer, je vais passer à vous discuter un peu. Mon amie Ngoné, je la connais depuis 23 ans maintenant et j'ai enregistré une conversation avec elle hier. La conversation dure 24 minutes, donc je ne vais pas tout jouer aujourd'hui, mais j'ai noté, je n'ai pas encore tapé, mais j'ai noté quels étaient les sujets et le temps. Donc, si vous voulez utiliser un extrait sur les tresses ou les perruques, le maquillage, la teinte de la peau, les vêtements, etc., elle a parlé un peu de tous. Et elle a accepté de faire l'entretien sans me dire qu'elle aurait son tuteur là à la maison parce qu'elle fait des cours particuliers pour l'informatique, pour apprendre un peu plus en espérant qu'elle peut améliorer son travail où elle est maintenant. Et donc, il était là aussi. Donc, il y a quelques questions que je lui ai posées aussi. Donc, vous avez un point de vue femme sénégalaise et homme sénégalais. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu de la conversation. Alors, juste avant ça, il y avait quelques questions. La Corée du Nord, les artistes sénégalais, est-ce que tu as un avis? Qu'est-ce que tu penses au sujet de cette sculpture qui a provoqué des polémiques? Pour moi, personnellement, j'étais un peu choquée qu'ils ont choisi les torses nus et les jambes pas couvertes pour le Sénégal. Vraiment, c'était, même pour moi, c'était un peu choquant. Je crois que la plupart des Sénégalais, ce que j'ai entendu parler, ils n'aiment pas trop, mais ils sont un peu fiers de voir le plus grand statue qui se trouve au Sénégal, le plus grand statue en Afrique qui se trouve au Sénégal. C'est joli comme statue, mais en général, je crois qu'ils ne sont pas très contents d'eux. Pour la Corée du Nord, vous verrez en Afrique, je crois que depuis longtemps, depuis au moins 25 ans, il y a une grande influence des Chinois et des Coréens, la Corée du Nord, qui veulent, ces pays veulent payer pour des choses, des stades de football, des centres culturels, les autoroutes, etc., pour avoir une influence dans le pays. Donc, c'est quelque chose que des fois aux États-Unis, nous ne pensons pas à nos influences comme ça. Et peut-être nous pensons que c'est toujours la France qui influence la vie au Sénégal, mais il y a d'autres pays qui sont là aussi, bien sûr. Alors, c'est quelque chose de tout petit sur le maquillage, ça c'est mon ami. C'était vraiment intéressant parce que quand je lui ai téléphoné, j'ai dit, je vais donner une présentation au prof de français. Est-ce que vous êtes d'accord que je partage ça avec vous, avec les profs? Et elle a dit, oui, mais un moment, je ne suis pas habillée et je dois mettre ma perruque avant de commencer.
Donc, elle est partie très vite, elle s'est maquillée un peu avant de faire l'entretien et je crois qu'elle ne savait pas que c'était sur la beauté. Donc, voilà. D'accord. Et le maquillage est important pour les femmes? Le mariage. Non, maquillage. Maquillage, oui. C'est important. Oui? Oui. Moi, j'aime me maquiller. J'aime me maquiller quand je sors, par exemple, quand je vais au bureau, quand je vais au mariage, les baptêmes. Et quand je suis à la maison, je préfère faire le tour de cils comme ça, le crayon noir, et sur les sourcils. J'aimerais ça. J'aime le maquillage. Oui. Et je sais que je vais terminer avec son idée sur la terenga sénégalaise parce que elle a bien expliqué. Alors, le Sénégal est très important, même si c'est pour la nourriture ou pour les vêtements. Oui, c'est ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. La teranga sénégalaise. Le Sénégalais est généreux. Oui. Sont généreux, la plupart, donc, je veux dire, oui. Sont généreux. Le Sénégalais en général, il est généreux. Il aime partager. Même les étrangers qui passent, qui nous sont inconnus, partout où tu passes, on te sourit pour te dire que tu es la bienvenue chez nous. C'est ça la thérapie sénégalaise. C'est ça le Sénégal. C'est en général, c'est partout au Sénégal. Même dans les coins et d'autres coins les plus reculés du Sénégal, c'est comme ça. Partout où tu pars, on te reçoit amicalement, avec joie. Et on n'hésite pas à partager tout ce que nous avons avec cette étranger. Que ce soit la nourriture, que ce soit les amis. Nous, on n'hésite pas. Quand on a un étranger, un invité, on n'hésite pas. Donc, j'aimerais terminer avec ça parce que c'était la terenga, l'hospitalité sénégalaise qui fait partie de ma vie maintenant. Je me sens un peu sénégalaise maintenant aussi, mais j'essaie de mon mieux d'être généreuse comme ça. Alors, voici l'hospitalité sénégalaise, c'est la terenga. J'aimerais si nous pourrions continuer à travailler ensemble parce que si c'était l'atelier que j'avais prévu, nous aurons travaillé dans des petits groupes pour créer des tâches à utiliser avec les vidéos. Il y a beaucoup de ressources que je vous donnerai sur l'AETF, YouTube et Pinterest. Et aussi le document avec beaucoup de ressources pour vous tous ici que je partage avec vous. Je les ai organisés avec ressources avec guide pédagogique, ressources uniques, une partie avec, la plupart sont en anglais ou sans parole ou en Wolof, donc peut-être plutôt pour les images. J'ai essayé de vous donner les sujets ou les thèmes, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil et trouver quelque chose qui vous intéresse. Mon ordinateur marche lentement maintenant. Vidéo en français. Voilà, et vers la fin, article en français. D'autres sujets que vous aimeriez peut-être étudier. Et si vous voulez faire quelque chose en Afrique francophone en général, ou des choses qui se trouvent en France ou aux États-Unis que je trouvais utiles, je les ai mises ici aussi. Alors, je crois que c'est presque à la fin, 35 minutes peut-être. Et je vais terminer avec ce proverbe sénégalais. L'homme qui aime le travail finit par s'enrichir. Désolé. Et c'est un proverbe de Djoula, un groupe ethnique dans le Casamance qui se trouve dans le sud du Sénégal. Et c'était plutôt mon but d'ajouter quelque chose à vos vies et vos vies comme
personne, mais aussi comme professeur. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vais répondre à toutes les questions après dans le chat si je peux. On va partager la présentation, le PowerPoint, le document avec toutes les ressources et tous les liens et la vidéo. Je suis en train de le mettre sur YouTube. Je crois que ça marcherait et avec le lien, vous pourrez utiliser des parties que vous voulez. Merci énormément, Katie. C'est passionnant et vous avez une liste presque inépuisable de ressources. Merci beaucoup. Et merci de répondre aux questions quand on pourrait. Et si on a du temps à la fin, on peut revenir aux questions. Maintenant, on va passer l'écran à la sœur Marie-Hélène. Alors, on va revenir maintenant en France. Pas seulement en France, mais aussi outre-mer. Alors, on va parler des régions de France. Voilà. Et je commence avec un petit questionnaire. Vous pouvez mettre vos réponses sur le chat. Si vous voulez, je ne vois pas le chat, mais je verrai après. Et puis alors, on va en parler. Voilà la France. Alors, combien de régions y a-t-il maintenant? Je ne vois pas les réponses, mais vous allez voir si vous avez raison. On est en train de dire 12, 13, 18. Voilà. 22. 22. Oh, alors, oui. Alors, combien de régions? Attendez, je vous donne toutes les réponses à la fois. Depuis quand y a-t-il des nouvelles régions? Combien en France métropolitaine? Combien en Outre-mer? Vous avez la réponse ici si vous comptez bien. Voilà, oui. Comment a-t-on accepté les nouvelles structures? Ça, c'est une bonne question que nous allons discuter un peu. La réponse n'est pas simple. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et ça, c'est un site web très utile. Vous pouvez trouver tous les renseignements dont vous avez besoin. Je ne sais pas si vous aurez la réponse aux avantages et aux inconvénients, mais vous aurez toutes les autres. Alors, voilà. Pour la première question, combien y a-t-il les nouvelles régions? Alors, Outre-mer, vous voyez, il y en a 5. Et en France métropolitaine, 12 plus la Corse, ça fait 13. Et on a ces nouvelles régions depuis 2016. 22, ce sont les anciennes régions. Ouais. Alors, région d'outre-mer, à un moment, Guadeloupe et Martinique, dans la mer des Caraïbes, que vous voyez ici, Guyane, en Amérique du Sud, Mayotte et la Réunion. Et je dois vous admettre, je n'ai jamais entendu parler de la Mayotte avant de commencer à préparer un cours que j'ai fait sur les régions françaises. La Réunion, je connais, oui. Ces régions remontent au XVIIe siècle, sauf la Mayotte qui remonte au XIXe, et représente l'empire colonial français. Depuis 1946, ils sont des départements et maintenant, Guyane, Mayotte et Martinique sont des collectivités territoriales et ils ne s'appellent pas des régions. C'est pour fusionner départements et régions qu'ils ont adopté collectivité territoriale. Ça simplifie le gouvernement. Voyez. Alors, un peu de chronologie. D'où sont-elles venues ces régions? Alors, les provinces. Comme vous le savez, la France a été divisée en provinces jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1790. Et si vous étudiez les provinces, vous avez l'histoire du royaume, mais les
provinces n'étaient pas uniformes du tout. Elles étaient soumises aux lois féodales et donc peu d'unité, pas peu d'uniformité. Et surtout avec les poids et les mesures. Et on a dit que la grande contribution de la Révolution française, c'était standardiser les poids et les mesures. Et est-ce qu'on avait besoin de tuer autant de personnes pour standardiser les poids et les mesures? Mais quand même. Alors, en 1789, à la veille de la Révolution, il y avait 34 provinces et 5 autres qui n'appartenaient pas au royaume, dont vous voyez 3 ici, la Savoie, Comté de Nice et Varnesin. Alors, avec la Révolution française, on a des départements. Vous ne savez pas comment diviser le pays, mais même s'ils étaient hostiles à la religion, ils ont choisi les diocèses comme modèle. Au moment de la Révolution française, il y avait 83 départements, mais le nombre change selon les changements politiques et les guerres. Et actuellement, il y en a 95 en France métropolitaine. Alors, voici. On a commencé avec l'idée de régionaliser le pays en 1941, mais probablement à cause de la guerre, on a dû attendre. Et en 1956, il y avait 22 régions, quand vous avez parlé de 22 en France. Je vous montrerai lesquelles. Et depuis 1982, on a incorporé les départements dans des régions. C'est un peu comme chez nous, les counties and states, vous voyez. Et entre 82 et 2016, il y avait 22, vous voyez. Et actuellement, 12 régions métropolitaines plus la Corse, en fait, on dit 13, et 5 outre-mer. Oui. Alors, si vous voulez comparer les provinces et les régions, les 22 régions de 1982, vous voyez qu'on a souvent gardé les noms des anciennes provinces, pas partout, mais les noms ont duré. Regardons maintenant les 13 régions. Et vous allez voir que beaucoup des anciennes provinces ont perdu leur nom. Vous avez, par exemple, on a la Bretagne, la Normandie, la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Provence, et c'est presque tout. Les autres ont, dans un sens, perdu un peu leur identité. Si vous comparez les régions, les 22 régions aux nouvelles régions, les 13 régions de France, vous voyez qu'on a beaucoup simplifié. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une région? Voici les définitions officielles. C'est une collectivité territoriale issue de la décentralisation. Une région possède une personnalité juridique et une liberté d'administration et représente une division administrative du territoire et des services déconcentrés de l'État. Quels sont les pouvoirs d'une région? Intéressant. Développement économique, ce qui est très important d'ailleurs. L'enseignement dans les lycées, la formation professionnelle, action sociale et santé, action culturelle, tourisme, sport et transport public. Alors, il y a beaucoup de responsabilités donc. Alors, avantages et inconvénients. Avantages, certainement, décentralisation. Moins de salariés, le gouvernement aime ça. Moins de personnes à payer. Indépendance locale,
Collaboration, bien sûr, et une définition donnée pour la Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant, les régions sont plus fortes et de taille équivalente aux régions des autres pays d'Europe. Alors, ça, ce sont des avantages, mais quelques inconvénients. Quelquefois, on a fusionné les peuples contre leur volonté. Des exemples importants, l'Alsace, vous allez voir, je vais en parler, l'Auvergne, qui a été fusionnée avec Rhône-Alpes et qui sont deux régions, deux pays très différents. Et Loire-Atlantique, traditionnellement, fait partie de la Bretagne et maintenant est dans le pays de Loire. Et ils ont protesté contre. Voilà les protestations de l'Alsace. On va en parler un tout petit peu après. Alors, question de distribution d'argent. On pense toujours que notre région en reçoit davantage ou certaines parties de la région sont avantagées. Il est toujours question d'argent, n'est-ce pas? Et aussi, question d'identité. Est-ce que les anciennes provinces ont perdu leur identité avec ces nouvelles régions? On va voir. Alors, normalement, je demande aux participants de nommer les régions, mais on va sauter cette diapositive pour le moment. Ce que je vais faire, c'est, j'ai choisi quelques régions dont je vais vous parler. J'ai interférence. Est-ce que vous entendez bien? On entend bien? Il y a quelques interférences. Ça va? Oui, on entend bien. On entend bien. Oh. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais choisir quelques régions. Je vais en choisir 5. Et je vais vous en parler brièvement en insistant sur certains points que je trouve assez importants pour la salle de classe. J'ai eu l'avantage de faire un cours complet sur les régions. Je doute que vous ayez cette possibilité, peut-être si vous êtes à l'université. Et je vous signale que c'est un moyen assez intéressant de parler de la civilisation française. Alors, ce que j'ai essayé de faire avec chaque région, c'est d'abord de situer la région, de donner quelques points qui distinguent cette région des autres, de parler de l'héritage, du patrimoine de cette région et aussi de la région actuelle. Et j'essaie d'insister beaucoup sur le côté moderne, actuel de cette région parce que, comme tout le monde sait, nos élèves, nos étudiants ont des idées stéréotypiques de la France et j'aimerais leur montrer un pays avec un riche héritage culturel et aussi avec une actualité très importante pour la société moderne. Vous voyez. Alors, je commence avec la Nouvelle-Aquitaine et vous allez voir que chaque région a un logo qu'ils ont choisi et je pense que la raison pour laquelle la Nouvelle-Aquitaine a choisi ce logo, c'est la raison que je vais vous montrer tout à l'heure ici. Alors, localisation d'abord. Au sud-ouest de la France, et ceci est assez important quand vous enseignerez les régions, vous devez leur dire où se trouve la région, leur géographie est assez faible, donc je pense que ce sera un bon moyen de leur montrer la géographie. Composé Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Périgord, une partie de Périgord et Gascogne, les anciennes provinces, vous voyez, c'est la région la plus grande.
de la France. Et c'est la région qui investit le plus en innovation et recherche. Ça m'a beaucoup frappé, j'ai appris beaucoup de choses, vous voyez. Un point important, les Landes sont des forêts de pins. C'est une forêt artificielle, pas une forêt naturelle, mais qui est très importante pour la région. Bordeaux et ses vignes, bien sûr. Et c'est aussi un pays où on a de très beaux châteaux qui remontent au passé. En voilà un. Alors, je commence avec la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est le commencement de l'histoire avec la préhistoire en Dordogne et avec la peinture pariétale. Et je pense que c'est probablement la raison pour laquelle la Nouvelle-Aquitaine a choisi son logo. Vous voyez. Ça remonte à 18 000 ans avant Jésus-Christ, entre la période solutréenne et magdalénienne. Et c'est certainement après l'apparition de Homo sapiens en France. Et on a trouvé des reliques 35 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez ici les animaux à Lascaux. Et ceci présente une occasion pour vos élèves, vos étudiants, d'apprendre un peu de l'histoire ou de la préhistoire et de l'importance de la France. Vous voyez. L'économie de la région. La Nouvelle-Aquitaine est connue pour l'agriculture diversifiée. Effectivement, c'est la première en Europe, ce qui est assez important d'ailleurs. Viticulture, surtout autour de Bordeaux, la vigne, les vins de Bordeaux sont très connus. Élevage et pêche, parce que nous avons beaucoup de littoral, beaucoup de côtes. Industrie forestière, industrie aéronautique et spatiale. Il est important de montrer à nos élèves que la France a un rôle important dans l'industrie spatiale, aéronautique, vous voyez. Et le pays est connu aussi pour le tourisme, surtout au littoral, aux côtes. Ils ont de très belles plages. Et la dune de Pilat est la plus grande d'Europe, que je ne savais pas avant, moi non plus. Alors, la Bretagne. Localisation est à l'ouest, et puis alors à l'ouest de la France. Et la Bretagne a gardé son nom et a aussi gardé, c'est presque la même que la région de 1982 et que la Bretagne traditionnelle. J'ai déjà mentionné, Loire-Atlantique veut revenir à la Bretagne. Vous voyez. Et en principe, les départements auront le choix. En principe, c'était jusqu'en cette année et je ne sais pas si ça va continuer ou non. 2730 km de littoral et naturellement avec tout ce littoral, on est connu pour la construction navale et aéronautique, vous voyez. Et quand vous pensez à la Bretagne, vous pensez à la tradition des pardons, bien sûr. Alors, je choisis la Bretagne deuxièmement à cause des mégalithes. Et puis alors, les mégalithes, comme vous le savez, sont de grosses pierres alignées qui remontent à 6 000 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. Et la région autour de Carnac, excusez-moi, autour de Carnac est très connue pour ses mégalithes, les dolmens et les menhirs, vous voyez. Il y a un très joli film que vous pouvez regarder. Je ne vous montre pas maintenant. Alors, la Bretagne aussi est la terre des légendes. Il y a un air de mystère, de magie. Pays de fées, enchanteurs, esprits, roi Arthur, Merlin. Oui, les forêts mystérieuses, côtes sous le vent.
falaises à pic, dunes battues par le vent. Le pays de Tristan, ils ont passé un peu partout, mais ils ont passé du temps là-bas aussi. Marie de France avec ses laits, Chateaubriand, vous voyez ici son tombeau face à la mer. Et c'est un très beau vidéo YouTube où vous allez voir l'atmosphère de la Bretagne. Voyez. Et je vous parlerai encore de la Bretagne avec des idées pour l'enseignement. Alors, maintenant, on a du brouillard en Bretagne, on va revenir en Provence avec le soleil. Vous voyez. La Provence, Côte d'Azur, au sud-est de la France, c'est le pays des civilisations anciennes, des Grecs à Marseille, des Romains. Le tourisme est responsable de 80% de l'économie. Je me demande maintenant s'il souffre beaucoup. Hein? Viticulture, riziculture, fleurs à parfum, voyez. Et aussi l'immigration nord-africaine, voyez. C'est le pays des écrivains, Marcel Pagnol. Je vais parler de Marcel Pagnol tout à l'heure, avant de terminer. C'est un écrivain, cinéaste, dramaturge que vous connaissez. Et Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est vivant actuellement, il est né à Nice. Vous voyez, il a reçu le prix Nobel de littérature en 2008 et il évoque souvent le pays. Et la province est très connue pour les arts que vous pouvez noter à vos élèves. Vous pouvez remonter aux Romains, Arles, Orange, Vaison-la-Romaine, Paul Cézanne avec le Mont Sainte-Victoire, Henri Matisse, la Chapelle de Vence, Marc Chagall, le Musée national de Nice et des écrivains dont nous avons déjà parlé. Et je vais vous donner quelques idées pour l'enseignement tout à l'heure. Alors, quatrième région dont je vais vous parler maintenant, c'est la Normandie. La Normandie aussi, qui est très connue au nord-ouest de la France. C'est probablement l'ancienne province, vous voyez, 3,15 millions d'habitants. Remonte aux Vikings, Guillaume le Conquérant, et naturellement Jeanne d'Arc brûlée vive à Rouen en 1431. L'économie de la région, fromage au lait de vache, beurre et crème, lin textile, pomme à cidre et produits cidricoles, vous savez là le Calvados, mais aussi, ce n'est pas seulement un pays agricole, un pays qui remonte au passé, mais l'aéronautique, 7% du pays, plus de 500 établissements automobiles. Et la Normandie est première en utilisant les énergies marines renouvelables. Si vous enseignez l'environnement, c'est très important, voyez. Et patrimoine, Mont-Saint-Michel, Rouen, Flaubert et Madame Bovary qui traversent Rouen, les impressionnistes et les débarquements des Alliés le 6 juin 1944. Il y a un très beau site web et un très beau film que vous pouvez montrer. Et dernièrement, le Grand Est. Et j'ai choisi le Grand Est parce que c'est une région très industrialisée. Et on pense souvent à la France comme pays agricole. Il faut montrer à vos élèves, à vos étudiants que la France est très importante dans l'économie. Alors, au nord-est de la France, très industrialisé, jusqu'au point ils ont des problèmes avec l'effet de serre, greenhouse effect. Ouais, vous avez, comme tout le monde sait, des éléments latins et germaniques. Vous voyez, le Parlement européen se trouve à Strasbourg
Et cette fusion, je vous ai déjà noté, cette fusion a provoqué l'opposition, surtout en Alsace. Vous voyez, je vous ai déjà montré cette diapositive. Non à la fusion. Vous voyez, l'Alsace est assez indépendante. Vous savez que l'Alsace a été opposée à sa fusion avec l'Allemagne et maintenant s'oppose aussi à la fusion dans une nouvelle région. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais le Grand Est fait partie de ce qu'on appelle la banane bleue. C'est une mégalopole européenne qui s'étend de Manchester à Milan, où vous avez grand axe de commerce sur le continent. 111 millions d'habitants, pas dans le Grand Est, mais dans la banane bleue, vous voyez, et le corridor rhénan. L'économie va de la fusée Ariane jusqu'à la bière Kronenbourg. Il faut noter les deux. Hein? Industrie lourde, aérospatiale. Encore une fois, il faut noter à vos élèves l'importance de la technologie de l'espace pour la France. Industrie automobile. La technologie comprend robotique, intelligence artificielle. La France est toujours là, hein? Pas seulement dans le passé, mais dans le présent et l'avenir. Oui. 4 centrales nucléaires se trouvent dans cette région. Et aussi, n'oublions pas la bière et les vins d'Alsace, vous voyez, et la Champagne, le champagne autour de Reims, vous voyez. Je vais vous parler de 2 régions d'outre-mer et j'ai choisi la Guyane française pour des raisons pédagogiques et probablement parce que nous ne connaissons pas cette région. Vous voyez. Alors, la Guyane française se trouve en Amérique du Sud. C'est la 2e région en France pour la superficie et la 2e moins peuplée. Vous voyez. C'était une colonie esclavagiste et une colonie pénale, les deux. Donc, vous avez probablement des inconvénients pour la pauvre région qui, quand même, a une grande importance aujourd'hui. Elle est devenue un département français en 1946 et a un patrimoine important. D'abord, forêt. La forêt est très importante pour sa diversité écologique et pour les recherches scientifiques faites par les Français et par d'autres dans le domaine de l'environnement. Voyez. C'est très connu pour la biodiversité et aussi pour nous amuser un peu, la célébration du carnaval. Et entre parenthèses, quand j'ai regardé cette photo, j'ai noté le madras que nous avons vu en Martinique. Vous voyez. Et puis alors, et le pays est important pour le tourisme. Vous voyez. Et je dois vous parler de la Martinique. Pour ceux et celles d'entre nous qui ont visité la Martinique il y a 2 ans et dans le passé, un peu de nostalgie. Et j'espère que vous trouverez de quoi vous pouvez enseigner. La Martinique se trouve, comme nous voyons, dans la mer des Caraïbes. C'est une très petite île, vous voyez, formée sur une île volcanique et avec de très belles plages, surtout le côte sous le vent ou le côté Caraïbes, connu pour ses oiseaux, pour les fleurs tropicales. Et je ne sais pas si vous voulez insister avec vos élèves, mais quand même, pour la canne à sucre et le rhum, vous voyez. Ils s'intéressent beaucoup. Ils parlent de ça toujours quand vous parlez de la Martinique. Quelle est l'importance de la Martinique? Le rhum. Bien. Alors, un tout petit peu d'histoire. Les indigènes ont pratiquement disparu. Les Français sont là depuis le XVIIe siècle. Et puis alors, malheureusement,
la Martinique est connue pour la traite des esclaves. Avec l'abolition de l'esclavage en 1848, les anciens esclaves ne voulaient plus travailler avec la canne à sucre. Alors, on a invité des Africains et des Indiens de l'Inde, prétendus volontaires, qui devaient travailler avec la canne à sucre. Et vous voyez là l'influence indienne. En 1946, la Martinique est devenue département français et la Martinique, elle est actuellement collectivité territoriale. N'oublions pas les grands écrivains, Aimé Césaire, fondateur du mouvement de négritude, et Patrick Chamoiseau, toujours vivant, qui est connu pour la créolité. Vous voyez. Alors, la région dans la salle de classe. Je vais vous présenter quelques idées que moi, j'ai utilisées et j'espère que vous pourrez les utiliser également. D'abord, élémentaire. Première activité, très simple. Vous pouvez faire au début de la première année. Identifier la région, la localiser sur la carte. Chaque élève peut choisir une région. Si vous avez plus que 13 plus 5, 18, vous pouvez mettre 2 sur une région. Cherchez le logo. Regardez un clip et en parler. Et voici un très joli film qu'ils peuvent utiliser pour regarder. Il n'y a pas de parole, c'est juste des images. Et ils peuvent dire en quelques mots l'importance de cette région. Une autre activité, choisir un artiste et une de ses œuvres qui représentent la région. Exemple que vous voyez ici, que nous avons déjà noté, Cézanne, le Mont Saint-Victoire, et Monet, la cathédrale de Rouen, excusez-moi, ou Gauguin et la Bretagne. Et voici un film sur Gauguin et la Bretagne que vous pouvez utiliser. Activité intermédiaire. Voyez, Marcel Pagnol. Il est très facile. Le début du film est très joli, très simple. Je pense que juste 15 minutes de la première partie, la gloire de mon père, avec le petit garçon qui apprend à lire, n'est-ce pas? Et la mère prend peur et ne lui permet pas de rentrer en classe. Alors, on peut lire la première partie et comparer avec le pays. Et il parle beaucoup du massif de Garlaban. Autre chose, c'est Péguy, Charles Péguy, présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Prenez juste quelques strophes et comparez avec la belle cathédrale de Chartres et la Beauce. Et Astérix. Je recommande Une aventure d'Astérix, le film de 1967. Vous voyez, contre les Romains en Bretagne, à l'époque des Gaulois, vous allez voir les mégalithes, la potion magique, et le français est assez simple. Vous pouvez voir, vous pouvez montrer une partie, voyez. Et finalement, pour les activités avancées, les comparaisons culturelles, si vous enseignez AP, voici une comparaison culturelle. Moi, j'ai noté le AP et la comparaison culturelle cette année. Alors, si on va parler de l'environnement, voici l'environnement, étudier la forêt tropicale de la Guyane française et sa biodiversité et noter les recherches scientifiques qu'on y fait et comparer avec les États-Unis. Autre chose, immigration. Examiner les chiffres d'immigration de l'Afrique du Nord à Marseille ou bien partout et noter la qualité de vie des immigrés en France et comparer avec les immigrés actuels à la frontière mexicaine. Vous voyez. Alors, je vais vous montrer quelques diapositives sur l'immigration parce que en réfléchissant sur la question d'identité française
et les régions. L'idée de l'immigration m'a beaucoup frappée. Voici quelques chiffres. L'immigration actuelle est 11,9% de la population. Et les immigrés ou descendants directs des immigrés font, en 2018, font 20,9% de la population. Ça, c'est beaucoup. Vous voyez. Alors, je n'ai pas le temps d'examiner ce tableau en détail, mais vous pouvez regarder. Je peux afficher la présentation si vous voulez, et vous pouvez examiner un peu plus en détail. Alors, je vais vous montrer ça également parce que même si c'est 2008, vous voyez le changement des immigrés. Ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui viennent de l'Afrique, comment le nombre augmente. Et en réfléchissant sur l'immigration, l'identité et les régions, je me demande si les nouvelles régions vont influencer l'identité un peu moins qu'on aurait pensé au début. Avec l'immigration, la France prend une nouvelle identité. Voyez. Les immigrés aussi font des contributions à la culture française. Ils mélangent leur culture avec la culture française et nous voyons la formation à une nouvelle culture. Voyez. Nous voyons une plus grande diversité qu'on a vue au début avec les provinces et les départements. Mais dans les régions, on voit la diversité actuelle. Il y a certainement des avantages et des inconvénients, mais c'est la voie de l'avenir. Et nous allons voir un pays changer, un pays qui fait face à l'avenir et un pays qui continue à être un leader dans le monde moderne. Et je vous remercie. Alors, merci énormément de cette présentation qui nous fait un peu visiter la France. N'est-ce pas? Okay. On ira. Pas cette année peut-être. On ira, oui. On ira. Bien. Alors. Ni la France ni le Québec. Cette année, c'est vraiment... on n'a que des visites virtuelles. N'est-ce pas? Merci énormément. Oui. Je crois qu'on va passer à Jeremy. Et si vous avez des questions, vous pouvez les afficher dans le chat. Et, sinon, si on a un peu de temps à la fin, on peut le faire après. Et comme ça, Jeremy aura son plein temps pour sa présentation. On va commencer en France, où on vient de terminer avec la sœur, et puis on va venir en Amérique dans cette dernière présentation. C'est un thème un peu plus lourd peut-être, mais très important, très pertinent de nos jours, je trouve. Et ce n'est pas peut-être pour tous les niveaux. J'enseigne dans une université, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a au moins quelque chose de l'actualité pour tout le monde dans ce qu'on va parler maintenant. Donc, je l'ai intitulé « Littératures engagées, le mouvement MeToo ou Balance ton port et la littérature d'expression française ». Je vais parler un peu du mouvement et puis de ses manifestations dans la littérature. Et on va examiner 3 ouvrages de 3 pays différents. Pour commencer, il faut définir le mouvement. Tout d'abord, comme vous le savez, c'est un hashtag, n'est-ce pas? Ou comme on le dit en français, si on va respecter l'Académie française, c'est un mot dièse, ce que personne ne dit, on dit un hashtag.
Mais le symbole, c'est le symbole dièse, ou comme on dit en Suisse, en Belgique, c'est un carré, le hashtag. Et c'est un hashtag, une tendance qui fait le tour du monde depuis quelques années, condamnant les viols, les abus et les harcèlements sexuels. C'est une façon ou un moyen pour les victimes de s'exprimer sans peut-être révéler trop de détails. C'est une façon publique, mais sans le besoin de parler, parce que cela a commencé, bien sûr, aux réseaux sociaux, avec le hashtag MeToo, et puis toutes ces variations dans beaucoup d'autres langues. Donc, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai subi un abus, un harcèlement, etc. En français, le hashtag le plus commun, c'est « balance ton porc ». Il y a beaucoup de variations en anglais, pas en français, en anglais, et aussi dans d'autres langues. Il y a par exemple « we too », il y a « him too », parce que toutes les victimes ne sont pas des filles ou des femmes forcément. En anglais, avec MeToo, on se concentre sur les victimes, tandis qu'en français, « balance ton porc », c'est plutôt, on met l'accent sur l'agresseur. Balancer, ça veut dire virer, chasser. Ton porc, ça c'est un homme agresseur, quelqu'un qui fait des victimes. Et donc, c'est la direction ou le point de vue change un peu entre l'anglais et le français. Alors, pour parler du mouvement aux Amériques et en France, et si vous me permettez, ou plutôt je vais me permettre de parler un peu de la France aussi, parce qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir, dont il faut parler, et on va commencer en France, et puis on va parler des ouvrages des Amériques. Mais c'est toujours pertinent parce que je viens de voir, sans chercher, en fait, c'était il y a une semaine et demie, cette info dans Le Monde. On attend toujours le MeToo français dans l'industrie des jeux vidéo, mais il n'arrive pas. Donc c'est un hashtag, c'est un thème qu'on continue à voir. Ça ne va pas passer si vite qu'on avait cru peut-être. C'était quelque chose des réseaux sociaux, quelque chose de viral, mais c'est si important que cela continue. Et au Québec, j'ai trouvé ce titre, « Cœur de pirate quitte sa maison de disques » sur fond, je ne vois pas tout mon écran, voilà, sur fond de nouvelle vague MeToo. Cœur de pirate, je vais parler d'elle dans une minute. C'est une chanteuse québécoise que vos étudiants, que vos élèves aimeraient peut-être. Elle s'appelle Béatrice Martin, alias Cœur de pirate. Mais elle a quitté sa maison de disques, elle change de maison à cause d'un harcèlement, justement. Ou si on revient en France avec un titre un peu plus comique, mais en même temps très sérieux, 3 ans après MeToo, la parité chez les humoristes reste une blague. Voilà. Cela continue. Le mouvement continue, la nécessité de trouver des solutions continue et surtout l'urgence de s'exprimer en tant que victime continue. Et c'est un appel à notre société de trouver des solutions à ces problèmes, à ces injustices si difficiles à résoudre. Avant de parler des ouvrages littéraires que je veux présenter, je vais poser 2 questions et on va en parler, mais à la fin de la présentation, je vais essayer de répondre de façon plus complète à ces 2 questions. Parce qu'évidemment, MeToo, c'est un thème un peu plus controverse que simplement de parler de la cuisine française ou même de Marcel Proust ou quelque chose comme ça. Il y a une variété d'opinions. Et donc, face à ces critiques, parce qu'il y a des critiques, et comme tous les mouvements, il y a quand même peut-être des excès dans le mouvement MeToo, mais face à ces critiques, quelle est encore l'importance du mouvement
MeToo? C'est une question à laquelle il faut réfléchir pour le moment. Et aussi, quel pourrait en être le rôle de la littérature? Et ça, c'est la question sur laquelle moi-même je me concentre dans mes recherches. Et je crois que les 3 livres qu'on va voir aujourd'hui répondent à cette question de façon définitive, de façon très utile. Mais en pensant aux critiques, parce qu'une critique, c'est que c'est une exagération. Une autre critique, c'est que non, mais parfois, il y a des hommes innocents qui sont accusés et puis ils perdent tout. Et cela est vrai, cette injustice existe, mais c'est quand même incomparable à l'injustice de toute la violence faite aux victimes, qui sont beaucoup plus nombreuses que peut-être quelques hommes ici et là qui sont accusés injustement. Et ce n'est pas pour défendre ou pour justifier cette injustice non plus, mais là, il faut trouver dans les systèmes judiciaires du monde des solutions aux 2 injustices. On ne peut pas, encore une fois, faire taire les victimes simplement parce qu'on craint une injustice. Mais pour revenir sur les paroles de Cœur de Pirate lorsqu'elle a fait son annonce et lorsqu'elle s'est expliquée des raisons pour lesquelles elle quittait sa maison de disques, elle a dit « En tant que personne qui a vécu des agressions sexuelles à plusieurs reprises dans ma vie, je ne peux pas rester là à rien faire, à soutenir un système ancré dans le patriarcat toxique. Je suis exténuée. » Et dans les autres hashtags et dans beaucoup des déclarations de ce mouvement, on trouve souvent cette idée, cette expression, ce sentiment d'être exténué. On a aussi en anglais le hashtag Time is up, par exemple. On est ras-le-bol, on dirait en français, avec toute cette injustice. Alors, parlons donc de cet ouvrage, Le consentement, de la Française Vanessa Springora. Si vous suivez l'actualité française, vous avez probablement entendu parler de cet ouvrage parce que la publication, il y a quelques mois, a été éclatante. Mais je recommande le livre, c'est facile à lire, c'est bien écrit, ce sont des chapitres très courts. Et dans Le consentement, Vanessa Springora, elle est éditrice en France pour une maison d'édition. C'est son premier livre. C'est un livre non romanesque, c'est un récit personnel. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a fait la connaissance de Gabriel Matzneff pendant son adolescence, lorsqu'elle avait 13 ans, si je ne me trompe pas. Elle a fait la connaissance de cet écrivain. Si vous savez quelque chose de lui, c'est un écrivain qui célèbre les pédophiles. Il parle ouvertement de sa pédophilie dans ses ouvrages. Il a même un ouvrage dédié à ses conquêtes, à ses expériences avec les moins de 16 ans. C'est le titre de cet ouvrage incroyable, pour le dire. Les moins de 16 ans. Et ce qui est choquant, c'est que dans le milieu littéraire en France, Gabriel Matzneff a été longtemps protégé et même célébré par l'élite littéraire parce que c'était un grand écrivain. On disait, on ne voulait pas être moraliste, on ne voulait pas condamner ses actes dont il écrivait. Et donc, Springora, dans son livre, elle a maintenant plus de 40 ans, mais enfin, elle a décidé, elle a eu le courage de publier sa version de ce qui s'est passé. Et elle condamne Matzneff de l'avoir séduite et manipulée dans une relation sexuelle qui a duré 2 ans pendant ses années d'adolescence.
Et c'est un récit personnel, mais c'est aussi une longue méditation sur ce concept du consentement, parce que justement, d'une certaine façon, elle avait accepté d'être dans une relation avec lui, mais elle n'avait que 13 ans. Elle parle de ses parents, de son père absent, de son manque de connaissances, de beaucoup de choses dans la vie, et elle demande, elle se sent toujours un peu coupable, mais elle se demande, est-ce que j'étais vraiment en mesure de donner mon consentement à une telle relation? Et avec cette publication, on a une condamnation d'un écrivain, tantôt honteux, tantôt célèbre en France, mais c'est aussi un point ou un moment très important de réflexion pour l'élite littéraire française, qui a longtemps choyé et célébré quelqu'un comme Gabriel Matzneff. Et si je peux citer l'ouvrage de Springora, 2 citations. D'abord, dans son introduction, elle parle de pourquoi elle a décidé de s'exprimer maintenant. Elle dit « Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage. Mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. » Et le chasseur là, c'est Gabriel Matzneff, justement. Et elle a fait exactement cela. Elle l'a enfermé dans son livre. Il s'est enfoui un peu. Il essaie de se cacher dans certains villages en Europe. Mais maintenant, la société française et même un peu le milieu littéraire a commencé à changer et a commencé à reconnaître sa culpabilité ou du moins sa responsabilité dans cette affaire et aussi dans ce que la littérature en général et la société permettent ou acceptent comme acceptable. Mais ce qui est très intéressant dans cette dernière citation, à la fin de son livre, un post-script, Springora montre la nécessité de condamner quelqu'un comme GM, comme Matzneff, mais en même temps, elle montre aussi la contagion qu'elle-même elle a reçue du milieu littéraire en France. Elle écrit, et je cite, « Entre les lignes, et parfois de la manière la plus directe et la plus crue, certaines pages des livres de GM constituent une apologie explicite de l'atteinte sexuelle sur mineurs. La littérature se place au-dessus de tout jugement moral, mais nous appartient en tant qu'éditeur de rappeler que la sexualité d'un adulte avec une personne n'ayant pas atteint la majorité sexuelle est un acte répréhensible puni par la loi. » Donc, la contradiction que j'observe ici et que Springora a reçue, sans aucun doute, de l'élite littéraire et même de la société dans laquelle elle vit, c'est cette contradiction de vouloir dire que oui, la littérature se place au-dessus de tout jugement moral. La littérature, c'est au-delà de la moralité. Mais elle revient et elle veut dire aussi qu'il faut rappeler que la sexualité d'un adulte avec une personne n'ayant pas atteint la majorité sexuelle est un acte répréhensible. Ce qu'on voit là, c'est que tôt ou tard, tout le monde va arriver à, il va falloir avoir une certaine moralité. Au minimum dans ces enjeux lorsqu'il s'agit des mineurs, des enfants, des adolescents qui sont exploités par des agresseurs tant que Gabriel Matzneff. Alors, des 3 livres, celui-ci est le plus cru. C'est facile à lire, mais c'est aussi difficile à lire. C'était difficile pour Vanessa Springora de publier son ouvrage, mais je le recommande. Je trouve que c'est très révélateur et cela fait réfléchir aussi. Les 2 autres ouvrages qu'on va considérer maintenant, on va passer aux Amériques. Elles sont peut-être un peu moins lourdes que le consentement, mais on continue sur le même thème quand même.
Dans le cas de Springora, il s'agit vraiment d'une atteinte sexuelle d'une mineure. Ici, dans le talisman de la présidente, est-ce que ça va? Oui. Dans cet ouvrage par la Martiniquaise Corinne Mancé-Caster, il s'agit plutôt de la corruption et du harcèlement dans un milieu professionnel, qui est un autre côté, un autre aspect du mouvement MeToo. Il ne s'agit pas toujours des viols ou des pédophiles, il s'agit aussi simplement des harcèlements qui existent, comme nous savons, dans les milieux, dans les domaines professionnels aussi. Alors, Corinne Mancé-Caster, si vous ne la connaissez pas, elle a publié la majorité de ses livres sous le pseudonyme de... Voyons. Ah bon, j'y arrive, pardon. Elle s'appelle Corinne Mancé-Caster, l'auteur. Elle a un alias que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais dans ce livre, elle nous donne encore une fois un récit personnel et professionnel de ses années en tant que présidente de l'Université des Antilles. Elle est martiniquaise et de 2013 à 2016, elle a été présidente, la première femme présidente de cette université qui avait les trois axes entre la Martinique, comme la sœur Marie-Hélène vient de nous expliquer. Il y avait un axe martiniquais, guadeloupéen et guyanais. Maintenant, l'université s'est divisée, mais à cette époque-là, elle était présidente de l'Université des Antilles. Et ce livre, si je peux revenir en arrière un moment, vous voyez que le titre, c'est « Le talisman de la présidente », roman. Alors, j'ai interviewé moi-même Corinne Mancé-Caster et elle m'a dit « Ce n'est pas un roman, c'est un récit personnel ». Mais mon éditeur a exigé qu'on mette le terme « roman » pour éviter des procès. Parce qu'évidemment, c'est assez sensible parce qu'elle fait beaucoup d'accusations, beaucoup de révélations des gens de la corruption dans l'Université des Antilles pendant ces années-là. L'accusation qu'elle fait, c'est qu'un professeur avec beaucoup d'influence, un professeur très important, est coupable non seulement de criminalité financière, qui est la première chose qu'elle a condamnée lorsqu'elle est devenue présidente, mais à la suite, il a été coupable aussi de harcèlement sexuel. Et elle partage un peu, pas trop, mais un peu, le genre d'email que ce professeur lui envoyait à la présidente, avec des insultes, du harcèlement. C'était terrible. Si vous ne connaissez pas Corinne Mancé-Caster, tout le monde connaît, j'imagine, Raphaël Confiant, le grand romancier martiniquais. Eh bien, lui, il est aussi professeur à l'Université des Antilles, à Fort-de-France, en Martinique, et il a soutenu Corinne Mancé-Caster. Et les partisans de ce professeur, les partisans de la corruption, ont essayé de tuer Raphaël Confiant. En fait, il était dans sa voiture, près de la plage, près d'une falaise, et ils ont essayé de pousser la voiture de Raphaël Confiant, de la faire tomber par la falaise. Il s'est échappé, mais vous voyez quand même la violence qui existe souvent dans les milieux, et surtout lorsqu'on essaie de condamner le harcèlement ou le viol, la violence, etc. dans ces cas. L'importance de cet ouvrage, et je regarde bien l'heure ici pour terminer un peu avant 13 heures, Mancé-Caster, qui écrit normalement sous le pseudonyme de Mérine Seco, révèle la corruption et l'environnement toxique d'une université. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle révèle pourrait très bien s'appliquer à une entreprise ou n'importe quel autre milieu professionnel pour les femmes. Alors, le dernier ouvrage, si on passe de la Martinique, des Caraïbes au Québec, j'ai aussi des citations ici, je vais les sauter. Bon, je lis celle-ci simplement et puis on va passer à un ouvrage québécois à cause du temps.
Mais Mansé Caster écrit « Déterrer ses racines aurait pu me coûter la vie. Mais je suis vivante, bien vivante. Je suis de la race des maîtresses femmes, et ici elle parle d'une tradition martiniquaise, de celles qui savent nouer leur mouchoir autour de leur tête et de leurs reins pour arracher les mauvaises herbes sans regarder ni à droite ni à gauche. » Elle a réussi. Et en fait, le système judiciaire en Martinique a condamné le professeur qui a été coupable de corruption financière et de harcèlement sexuel. Mais c'était si traumatique pour Mansé Caster qu'elle a quitté la Martinique. Elle n'habite plus en Martinique avec sa famille. Elle habite à Paris. Elle est professeure à Paris 4, si je ne me trompe pas, Paris 3 ou Paris 4, je pense. Alors, un dernier ouvrage, cette fois, c'est un vrai roman, c'est-à-dire de la fiction, si on peut le dire de cette façon, de l'écrivaine Marjorie Day Lafont, un roman qui s'intitule tout simplement « MeToo ». Et cette fois, il s'agit d'une jeune femme qui a fait ses études, qui a toute la préparation, toute l'émotion d'entrer dans la scène, dans le monde du théâtre au Québec. Et elle apprend très vite ce que les directeurs, les hommes, vont exiger, vont demander à une femme, ce qu'il faut qu'elle fasse si elle doit vraiment progresser dans sa carrière dramatique. C'est-à-dire des choses inattendues, des relations indésirables, des relations sexuelles si elle veut. Et donc, c'est un autre milieu, ce n'est pas le milieu universitaire dont Mansé Caster a parlé, c'est le domaine du théâtre, le domaine artistique, mais professionnel. Et c'est important parce que dans ce roman, qui est très différent des deux premiers ouvrages, parce que c'est un roman et c'est différent, mais c'est quand même important, parce que Lafont réussit à montrer en forme fictive les obstacles réels auxquels les femmes doivent faire face dans beaucoup de domaines professionnels. Et donc, voilà l'importance ou le rôle que la littérature peut jouer. Si on peut revenir sur ces deux questions. Je vais parler d'abord de l'importance du mouvement et puis du rôle de la littérature, en pensant à ces trois ouvrages. Quelle est encore l'importance du mouvement MeToo? L'important, c'est qu'il faut donner une voix aux victimes. Oui, il faut éviter les excès. Oui, il faut éviter les fausses accusations. Il faut éviter les injustices. Mais le problème est beaucoup plus grand que le danger. Le problème, c'est-à-dire de la violence, du harcèlement, etc. Et c'est important parce qu'il y a encore beaucoup de victimes qui n'ont pas de voix, qui ne se sont même pas libres à s'exprimer sur les réseaux sociaux, voire faire une condamnation judiciaire ou de s'approcher à la police. Il faut parfois une femme connue comme Corinne Mansé Caster ou Vanessa Springora qui fait un éclat, qui fait une condamnation très publique et qui est quand même très traumatique pour elle et pour sa famille, afin que beaucoup d'autres victimes puissent sentir que leur peur, leur expérience a été aussi représentée. Le mouvement donc reste très important. Alors, quant à la deuxième question, quel pourrait en être le rôle de la littérature? La littérature MeToo, comme ces trois ouvrages, il y a des récits personnels, il y a des témoignages, il y a des romans. Mais cette littérature neutralise les critiques en montrant de façon indéniable ce que des victimes du monde entier ont subi et continuent à subir. Alors, laissez-moi m'expliquer un peu. Qu'est-ce que je veux dire par neutraliser? Les critiques, je comprends les critiques. On peut dire, oui, mais si tu utilises le hashtag MeToo sur un réseau, sur Twitter, comment est-ce que je sais que tu as vraiment été victime? Ok, je comprends. Ou comment est-ce que je sais que tu n'exagères pas? Voilà, c'est une question légitime. Mais en même temps, nous savons que c'est réel. La violence sexuelle, le harcèlement sexuel,
nous savons que le mouvement montre quelque chose de réel et quelque chose qui souvent reste caché. La littérature neutralise ces critiques parce qu'elle montre quelque chose que nous savons qui existe. Et on ne peut pas dire « Ah non, mais tu mens ». Non, si c'est un roman, c'est déjà de la fiction. Mais cela montre les expériences d'une victime. Ça nous fait comprendre cette expérience si traumatique. Ou même si c'est un récit personnel. Dans le cas de Vanessa Springora, elle fait une condamnation publique. Gabriel Matzneff, il est complètement d'accord avec elle sur les faits. C'est simplement sa perspective est différente. Elle dit non, mais elle aussi, elle m'a aimé, elle était d'accord, c'était consensuel, il y avait du consentement. Mais il ne peut pas nier que ce qui s'est passé. Ou dans le cas de Corinne Mancé-Caster, elle a publié son ouvrage après que le système judiciaire avait déjà proclamé la culpabilité de l'homme qu'elle condamne dans cet ouvrage. Et donc, la littérature est puissante. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est important aussi. Ils ont leur rôle, leur place. Mais la littérature fait quelque chose qu'aucun autre moyen ou qu'aucune autre ressource ne fait pour ces victimes. Et cela donne une voix qu'on ne peut pas supprimer et montre de façon indéniable les expériences que beaucoup de personnes, beaucoup de victimes ne sont pas encore en mesure d'exprimer pour elles-mêmes. Alors, il est, pour laisser quelques minutes pour les questions, pour toutes les présentations, je m'arrête là. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait en dire, mais voilà, j'arrête le partage de mon écran. Merci, Jeremy. Je crois qu'on a une dizaine de minutes pour des questions pour nos 3 présentateurs. Vous en avez? Ou des commentaires? Personne? Des fois, il faut quelques moments pour se mettre en marche le son. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tracy. D'accord. Je crois que c'est Tracy. Oui, c'est moi. Je ne sais pas du tout ce qui se passe avec mon écran. Oui. J'ai aucune idée. Mais je voudrais remercier Katie et également que Madame Marie-Hélène pour les belles présentations. Et j'ai juste une petite question pour Jeremy. Donc, moi, je suis dans le lycée. Et moi, j'ai vu dans le chat qu'il y avait quelques profs, quelques enseignants qui exprimaient des concerns de niveau. Par exemple, comment aborder ce genre de questions et ouvrir les portes pour la conversation dans des différents niveaux, surtout collège et lycée. Je crois que c'est faisable. Il faut juste faire attention à comment on le fait. Deuxième truc, c'est que tout rentre à notre histoire. Et quand on parle de MeToo et quand on parle de Black Lives Matter et les autres formes de protestes et de mouvements, on a vraiment besoin de mettre en contexte les raisons pourquoi systématiquement ces expériences sont nécessaires. Donc, est-ce que tu peux peut-être élaborer et puis répondre? Merci. Oui, et merci pour la question. Je pense que j'ai 2 commentaires, deux réponses. Tout d'abord, je le considère tout à fait niveau universitaire, ce que je viens de présenter. J'enseigne dans une université, je ne peux pas imaginer présenter ce que je viens de faire au niveau primaire. Peut-être dans un lycée, j'imagine, ça dépend de votre lycée, ça dépend de votre collège et ce que les étudiants ou les élèves peuvent écouter.
pour moi, c'est vraiment, surtout ces 3 ouvrages, c'est vraiment niveau universitaire, c'est plutôt pour les adultes. Hein. Mais en même temps, je pense qu'en tant qu'enseignant, si nous enseignons dans une école primaire, au collège, au lycée, il faut aussi être conscient que vous avez probablement, c'est très, très probable que vous avez des élèves qui ont subi des abus. Vous ne pouvez pas en parler peut-être, mais au moins la conscience de cette réalité. Et c'est ce que la littérature fait pour nous. Souvent, et avant le mouvement MeToo même, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient vraiment pas conscients de ce qui se passe. Mais les statistiques sont effrayantes. Donc, je n'ai pas de bonnes idées, je pense, pour enseigner ce thème dans une école primaire, au collège. Ça pourrait marcher au lycée. À l'université, il n'y a aucun problème. Mais juste pour notre conscience, pour notre compréhension du thème aussi, je trouve que c'est important. Et c'est important de voir l'étendue mondiale. Parce que je n'ai parlé que de la France, du Québec, du Canada et de la Martinique. Nous savons déjà beaucoup sur le mouvement MeToo aux États-Unis, mais pensez à d'autres régions francophones. Pensez, et je pense que quelqu'un a mis un commentaire sur l'Afrique. En Afrique, c'est encore pire parfois. Comme on essaie de silencier la voix des victimes. J'aimerais inclure des ouvrages africains sur ce thème aussi, de la littérature MeToo. Donc, il faut comprendre l'étendue mondiale. En fait, je prépare un livre en ce moment où je fais justement cela. Et j'utilise des ouvrages du Japon, de l'Inde, de partout dans le monde pour montrer l'étendue mondiale. Donc, ce n'est pas une réponse très satisfaisante à votre question, mais voilà, si vous en avez des idées, vous pourrez peut-être partager aussi avec nous autres. Je crois que tu as bien répondu. C'est une question de niveau. Je crois qu'on peut tous et toutes constater cela. Donc, merci. Quelqu'un vient d'écrire, si je ne peux pas lire juste un commentaire ici. Oh, je l'ai perdu. Bon. Si vous lisez les commentaires, il y a beaucoup d'excellentes idées dans les commentaires aussi, je trouve. Oui. On va partager les commentaires. J'étais en train d'écrire quelque chose que moi, j'ai toujours essayé de faire dans mes classes. Je crois qu'avec les jeunes, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'ouvrir leurs esprits à accepter et écouter les histoires des autres. Et au niveau le plus simple, il y a beaucoup de gens qui commencent que la culture française, c'est comme ça. Ou la culture québécoise, c'est comme ça et pas autrement. Quand même écouter les expériences vécues des gens dans les cultures, dans les régions, dans les différentes parties du monde francophone, et leur expérience n'est pas ça. Et puis, plus ils grandissent, plus ils deviennent plus âgés, on peut commencer à parler des questions de race, des questions d'handicap, des questions d'harcèlement. Un article des gens qui travaillaient avec les Restos du Cœur. Le consigne aux volontaires qui travaillaient pour eux, c'était de ne porter aucun jugement sur les personnes qu'ils aidaient. Parce que sans connaître leur expérience, leur histoire, leurs problèmes, juger amène à toutes sortes de préjugés, de stéréotypes, et qu'il fallait accepter ce que les autres avaient à dire, leur réalité, sans jugement. Et je crois qu'on peut préparer les élèves à faire ça tout jeune, même si on n'introduit pas certains sujets jusqu'à plus tard. Donc, on pourrait trouver d'autres exemples de traumatismes qui ne sont pas aussi personnels ou aussi sensibles, privés. D'autres questions?
C'est plutôt un commentaire, mais ce n'est pas vraiment une question. Je suis aussi prof de français. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Je pense qu'on a encore le même problème en classe quand on a des films. Il y a aussi des films qu'on veut montrer ou incorporer avec des ressources professionnelles que nous avons et que nous pouvons les montrer. Alors, cela dépend, comme vous l'avez dit, Monsieur Jérémy, ça dépend des niveaux. Il y a vraiment, moi, je ne sais pas, je suis aussi à l'université, aussi au lycée et dans un collège de baccalauréat international. Mais même là, je dois avoir la permission avant de visionner certains films. Donc, il y a des films aussi qu'on utilise, qu'on doit faire beaucoup d'attention. Mais je trouve quand même que votre présentation est idéale, justement avec le moment qui se passe, c'est courant, et nos étudiants vont être vraiment bien imbus et bien intéressés justement à savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Je dis que le problème n'est pas un problème qui fait partie de leur environnement, c'est aussi un problème global. Donc, avoir justement cette idée, justement faire des comparaisons et apprendre beaucoup mieux. Donc, je vous remercie quand même pour ça parce qu'il y a tellement tant de ressources et on peut quand même les prendre, ces ressources, et les incorporer même dans nos classes, mais aussi, je veux dire, avec des modifications. Donc, alors, merci. Merci, Neva. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre temps. Je vous remercie tous, nos présentateurs surtout, mais tous les participants qui ont contribué au chat, on va partager aussi dans les documents. Et comme ça, il y a plein de ressources qui sont mentionnées, plein de bonnes idées. Et donc, on ne veut pas les perdre non plus. Donc, alors, merci. ces ressources-là, Madame Abrat, est-ce que ils seront sur le site? Just imagine, instead of initiating sex, oui. D'accord. Oui, on va partager l'enregistrement, éventuellement, les documents des présentateurs s'ils les partagent, et puis aussi les chats. D'accord. Merci. Est-ce que je pourrais dire un mot? Simplement, oui. Joyeux 14 juillet. C'est la fête de la Bastille aujourd'hui. Oui, c'est la fête du 14 juillet. 14 juillet, oui. J'ai mon drapeau ici quelque part. Il y a le mot de l'ambassadeur à Washington. Voilà. Ah, très bien, Jane. C'est voilà. Le réfrigien de 1789-1889. Ah, super. Voilà. Super. Donc, allez, au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup, c'était très bien. Au revoir. Au revoir.